L'été de l'économie engagée, c'est le festival pour découvrir des entrepreneurs qui placent la solidarité et la protection de la planète au cœur de leurs projets. Les canaux et leurs partenaires les soutiennent tout au long de l'année. Mais cet été, nous vous proposons de les découvrir à travers des conférences, des rencontres, des ateliers, des vidéos, et vous allez voir qui sont ces acteurs qui font l'économie positive de demain. La mode peut être éthique et responsable si on sort de la course perpétuelle aux quantités. Les vêtements doivent être durables et désirables. L'économie circulaire nous offre l'opportunité d'habiter autrement, de transformer, de construire localement, sans détruire, en réinventant la matière. On va bientôt être 9 milliards d'habitants sur Terre, sur un espace contraint. Il y a quasiment autant de gens qui ont faim que de gens qui souffrent d'obésité. On voit bien qu'on a un système qui ne fonctionne plus. Il y a plein de solutions, au niveau mondial comme au niveau local. Donc il faut aller voir les conférences des canaux. L'écotourisme, c'est aimer découvrir le monde et les gens et vouloir les préserver. Aujourd'hui, l'aventure, la découverte s'invente avec des pratiques responsables. Bonjour à toutes et à tous, je suis Elora des Canaux et je suis ravie de vous accueillir sur ce cycle dédié au design et à la construction circulaire pour cette conférence intitulée « Bâtir durable, comment concevoir la ville de demain » en partenariat avec Arte, Ushuaïa TV, Mouvement Up et Enlargeur Paris. Cette rencontre sera animée par Audrey Pulvar, militante engagée en faveur de la transition écologique. Elle nous fait également le plaisir d'être la marraine de ce cycle thématique. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat du Facebook Live. Merci à toutes et à tous d'être là pour cette conférence. Je donne maintenant la parole à Audrey Pulvar. Autant pour moi, voilà, j'avais coupé mon micro. Je disais donc bonjour à toutes et tous et merci Laura, merci à vous toutes et tous d'être des nôtres pour cette nouvelle journée de festival digital consacrée à l'été de l'économie engagée pour repenser nos modes de production et de consommation. On est en plein dans l'actualité avec la remise des conclusions de la Convention citoyenne pour le climat en début de semaine qui a de nombreuses préconisations en matière de réduction de notre empreinte environnementale, réduction de nos consommations. Il est question également de réemploi, de recyclage, de sobriété. On va en parler avec nos invités ce soir. Clara Simet, architecte et cofondatrice de la SCOP Grand 8, François-Michel Lambert, qui est député, président et cofondateur de l'Institut national de l'économie circulaire, et Julie Benoît, qui est là également, responsable expertise réemploi au sein de la COP Bellascope, qui est une coopérative d'architectes. Le thème de notre visioconf ce soir, c'est bâtir durable ou comment concevoir la ville de demain. En fait, les villes, ce sont les 3 fois 80. On estime que près de 80% de la population mondiale vit dans et à très forte proximité des villes aujourd'hui, que les villes dans le monde consomment 80% de l'énergie consommée sur l'ensemble de la planète et qu'elles rejettent entre 70 et 80% des gaz à effet de serre émis par l'ensemble de la population mondiale. Donc les villes ont une responsabilité, un rôle très fort dans la préservation de notre environnement, dans l'atténuation des effets du réchauffement climatique et dans la préservation de la biodiversité, évidemment, qui fait partie de l'environnement. Des villes qui doivent se montrer de plus en plus résilientes face aux effets du réchauffement climatique et de l'effondrement de la biodiversité, qui doivent être équipées pour y faire face et parfois même envisager l'autosuffisance, des villes qui doivent être plus justes, puisque le réchauffement climatique est un amplificateur d'inégalités, il rend précaire, encore plus précaires ceux qui sont déjà précaires. Et donc le rôle des villes, c'est évidemment de les protéger en interdisant par exemple les grosses cylindrées comme celles qui passent dans la rue à côté de chez moi. J'espère que vous ne l'entendez pas trop fort. Et puis les villes, elles doivent être évidemment sobres, et à l'avant-garde. Alors, on en parle avec nos invités et effectivement, vous pouvez leur poser des questions que nous leur répercuterons en fin de visioconf.
Bâtir durable, en fait, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Je vais commencer peut-être par Julie Benoît. Et Julie, profitez-en pour vous présenter très rapidement et présenter l'activité de Bellastock. Alors donc oui, je suis Julie Benoît, je m'appelle Julie Benoît, je suis architecte donc, à la société coopérative d'intérêt collectif Bellastock. Bellastock, c'est une coopérative d'architectes qui travaillent à valoriser les ressources locales des territoires pour permettre leur propre renouvellement, leur propre aménagement, voilà, avec les ressources qu'elles ont en place, les ressources matérielles bien sûr, mais aussi immatérielles, donc culturelles, humaines, etc. Nous nous intéressons particulièrement à la dimension matérielle, du fonctionnement des sociétés humaines, en particulier dans la fabrique de la ville. Et on regarde aussi avec soin les répercussions sociales ou économiques de l'acte de construire. Pour nous, bâtir durable, c'est bâtir déjà avec l'existant, bâtir avec ce qui a duré, ce qui fonctionne et ce qui est simple finalement. Trouver nos pieds, trouver autour de nous, dans les réserves renouvelables, de matières renouvelables. Pour nous aussi, construire durable, c'est construire en limitant absolument nos flux de matériaux, les moyens qu'on met pour construire, en essayant de travailler avec parcimonie et aussi en valorisant au maximum les savoir-faire locaux, la culture d'un lieu et finalement en cherchant à ce qu'un bâtiment soit pleinement ancré dans son environnement, dans son milieu, dans son territoire, que on ne part pas du coup d'une page blanche pour dessiner, mais il n'y a pas de page blanche. Voilà, il n'y a aucune page blanche. Un territoire, quand bien même il n'est pas loti, il n'est pas bâti, il y a déjà toute une biosphère, toute la nature, il y a plein de choses qui se passent et on ne part jamais d'une page blanche. Donc voilà, c'est ça peut-être bâtir durable pour commencer. Bâtir durable, bâtir avec l'existant, Clara, c'est aussi savoir le faire. Je sais que vous êtes très attachée à la notion de formation sur ces sujets. En effet, il y a des enjeux qui sont au cœur de l'économie circulaire, donc sur le fait de valoriser justement cette production du secteur de la construction qui, comme vous l'avez dit, est un des plus gros producteurs de déchets. On est à 46 millions de tonnes. Alors, les chiffres sont pas tout à fait, sont variables, mais en gros, c'est une production colossale et il y a donc une nécessité de mutation pour ce secteur évidente, comme pour tous les secteurs industriels, repenser son impact et aller vers une mutation qui soit tant dans la question de la réorganisation de ceux qui vont constituer cette filière, parce que la question de la filière pour l'économie circulaire, c'est un élément clé. Et quand on dit filière, c'est les acteurs qui vont la constituer et justement les transports de matières, les stockages, donc tout ce qui est logistique qui vont en constituer l'ensemble de son organisation qu'on va essayer de rendre la plus résiliente possible pour impacter le minimum le territoire et pour justement permettre à des personnes qui sont notamment éloignées de l'emploi d'accéder à des métiers, des formations qui valorisent justement des savoir-faire qui sont relativement facilement accessibles, qui demandent, c'est un marché qui demande, enfin un secteur qui demande l'économie circulaire, une importante mobilisation de main-d'œuvre, bien plus que la valorisation de la matière elle-même. La valorisation va se faire par l'action des acteurs du territoire. Clara, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement la Scope Grand 8 dont vous êtes la cofondatrice ? Oui, alors chez Grand 8, on accompagne justement ces acteurs du territoire, notamment pour la plupart issus de l'économie sociale et solidaire, parce qu'on pense que construire avec ces personnes, c'est aussi faire la ville résiliente. Et donc, construire, imaginer des lieux qui soient justement durables et solidaires, à la fois dans
pour repenser la façon dont on va l'habiter, penser habiter autrement ces lieux, puisqu'on a bien tous pris conscience encore plus fortement qu'habiter, ça devait être repensé dans la période qu'on vient de traverser tous ensemble. Et en même temps, on va essayer dans l'acte de construire avec les personnes aussi, c'est-à-dire le moment du chantier, d'en faire un moment de grande intensité, notamment sociale, et de repenser la matière, comment on va d'abord ne pas faire le minimum, c'est-à-dire on dit souvent que dans l'économie circulaire, il y a 3 R, voire 4. Le premier serait notamment de refuser d'intervenir, c'est-à-dire que de ne pas d'abord penser détruire pour reconstruire, mais de comment on va conserver, comment on va trouver de la valeur et valoriser ce qui est déjà là. François, Michel, est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on a d'autres choix aujourd'hui que bâtir durable parce qu'il semble inimaginable aujourd'hui de lancer un chantier, par exemple, qui ne réponde pas singulièrement en ville aux normes les plus strictes en matière de réduction de l'impact ou aux normes les plus strictes en matière de durabilité. Est-ce que dans le réel, dans le concret, c'est effectivement le cas? La question est très bien posée, merci Audrey. Et je rappellerai juste un élément de plus grande prise en compte du sujet. Qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire? Est-ce que le thème est bien défini? Je ne sais pas. Est-ce que c'était cette sémantique qu'il fallait mettre en œuvre? En tout cas, la philosophie qui est derrière l'économie circulaire, c'est d'être en rapport avec un incontournable pour l'humanité, c'est que nous sommes sur un tout petit bateau qui navigue dans l'univers depuis des milliards d'années, qui va le faire encore pour un bout de temps. Donc, on est parti avec le stock que nous avons. Il n'y a pas une deuxième planète qui va venir accoster sur laquelle nous pourrions récupérer ce dont on aurait besoin, les matières premières. Donc, quand nous étions quelques milliards à peine et 500 millions d'Occidentaux à taper dans le stock, il y avait profusion, on avait l'impression que c'était illimité. Or, et tant mieux, la population mondiale est en croissance sociale, mais aussi en croissance démographique. Nous serons bientôt 3, 4, 5 milliards en 2050 de citoyens dans ce monde à avoir un modèle de vie de classe moyenne, je dirais, européenne. Si on tape dans le stock à 4 ou 5 milliards et que ce stock, c'est toujours le même, puisque la planète, elle ne va pas gagner une tonne de plus, eh bien, on va être en tension, risque même de pénurie, et derrière la pénurie, c'est des guerres, il faut le dire les choses. Donc l'économie circulaire, c'est de créer de l'efficience dans l'usage des ressources. Et j'adore quand on me dit, le premier DR, c'est refuser. Je ne prends pas la matière première, je ne prends pas le produit, je ne prends pas la ressource, mais je réponds aux besoins. Je réponds aux besoins. Alors, et là, il faudrait avoir de l'intelligence. Et pour revenir sur les bâtiments, eh bien, on a un gaspillage d'usage des bâtiments. Et la période, je dirais, les crises nous sortent des choses positives. Hier soir encore à Paris, quel bonheur d'être sur une terrasse qui était une ancienne place de parking. C'est bien, hein. Je crois qu'on est nombreux à aimer ça. mais imaginons que soit c'était pour stocker une tonne de ferraille, pardon, cash qui ne sert à rien à part boucher la vue, voire pire, soit c'est pour que des hommes, des femmes se rencontrent, parfois que des déclamations d'amour se fassent, qu'on prenne un moment et qu'il y ait même de l'économie qui se génère. Donc, on voit bien que l'usage de la ressource, les 10 mètres carrés de la place captés pour faire une terrasse, eh bien, on n'a pas pris une tonne de plus à la terre. Elles sont là, le béton qui a été mis en place. Mais quelle efficience d'usage nous en avons donné, c'est extraordinaire. Eh bien, c'est ça qu'il nous faut dans toute la hiérarchie, dans toute la mobilisation que nous avons à mettre dans les villes. Ne plus croire que nous pouvons aller chercher ailleurs beaucoup de matière et de foncier pour continuer à répondre aux besoins d'une croissance démographique. La France, c'est 75 millions d'habitants en 2050, hein, c'est 7-8 millions de plus qu'aujourd'hui. Il faut trouver des réponses à ce qui a déjà été bâti par nos anciens et non pas toujours bâtir plus en ignorant le passé, en sous-utilisant, je dirais même en gaspillant l'usage des ressources disponibles. Vive les déclarations d'amour sur les terrasses de restaurants.
On est tous d'accord. François Sur une Michel. place de parking réquisitionnée. Ex-place de parking, voilà. François Michel, vous avez évoqué rapidement la notion de limite. C'est particulièrement important dans la prise en compte de l'économie sociale et solidaire et de l'économie circulaire, dans les questions liées au réemploi et au recyclage, qui ne sont pas la même notion. C'est particulièrement important d'avoir présente à l'esprit cette notion de limite de la planète. Je ne parle même pas des limites planétaires telles que décrites par l'ONU, mais du fait que la ressource que nous utilisons n'est pas illimitée et l'espace n'est pas illimité non plus. Exactement. L'espace n'est pas illimité, même si on... j'entends, hein, pas la voilà. Oui, la superficie de notre planète et notamment les parties habitables, arables, etc. Moi, j'attire l'attention. Attention à l'hypertechnologie qui fait fi de ces réalités, qui disent on arrivera toujours. Alors, on voit à Monaco, pas loin de chez moi, je suis député des Bouches-du-Rhône, qu'ils vont conquérir 5 hectares, je crois, et sur la mer. Alors d'abord, ne parlons pas de l'impact sur la mer, mais les moyens financiers colossaux pour pas grand-chose, 5 hectares. Alors, je ne juge en rien ce qui se fait à Monaco, je dis parce qu'ils sont dans des contraintes particulières, mais dans d'autres villes, nous avons à repenser totalement l'usage de ce qui est déjà là, de ce qui est déjà disponible, des ressources déjà mobilisées, des moyens déjà bâtis. C'est une chance extraordinaire pour nous, Européens et notamment Français, de ce qui nous est légué depuis la fin du 19e siècle, j'allais dire les grands projets haussmanniens, mais qui ont existé au-delà de Paris et par d'autres que Haussmann. Des éléments structurants sont posés. Comment on les utilise mieux? Je reviens sur un point particulier. Dans le cadre de la loi économie circulaire, j'ai proposé, on en a peu débattu, qu'on change complètement le contrat qui est passé avec les sociétés qui disposent des concessions d'autoroutes. Aujourd'hui, elles font leur chiffre d'affaires sur le nombre d'unités de véhicules qui passent. Et donc, une voiture avec un passager ou 5 passagers, c'est le même prix. Un camion vide ou un camion plein, c'est le même prix. Donc moi, je demande que dorénavant, pour pas qu'on nous fasse la 3e, la 4e, la 5e voie en nous disant, vous comprenez, il y a de plus en plus de trafic, alors qu'en vérité, les sociétés d'autoroutes cherchent ce trafic, parce que c'est ce qui crée du chiffre d'affaires. Elles ont tout intérêt à avoir plus de voitures et plus de camions. Eh bien, que l'indicateur, ce soit le nombre de passagers qui passent au péage, le tonnage de marchandises qui passent au péage. On est tout à fait aujourd'hui technologiquement en capacité de donner ces éléments. Et donc, on voit bien que la technologie peut être intéressante, mais à condition de chercher l'efficience de l'usage et non pas d'aller élargir une autoroute, d'aller apporter au plus loin en consommant du foncier, en consommant des ressources. Et ça, c'est des éléments importants. Comment nous pouvons aussi, j'avais aussi un autre amendement, que les collectivités donnent un taux d'occupation des bâtiments qu'elles détiennent, pour qu'elles prennent conscience qu'elles ont une salle qui est utilisée, je ne sais pas, 3 heures par semaine, j'exagère, 15 heures par semaine. Alors, et qu'elles se disent, 15 heures par semaine, j'ai des marges de progrès avec les architectes, avec toute la science qui va nous utiliser cette salle, mais non plus 15 heures par semaine, mais 50, 100 heures. Alors, je reviens effectivement sur le bâtiment et sur le bâtir durable. Question à Clara Simet. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez qu'il y a assez de normes sur le bâtiment, de normes poussant, voire contraignant au réemploi et à l'économie de ressources et de moyens, ou est-ce qu'il faudrait, selon vous, les modifier ou les moderniser, ces normes? Alors, en ce qui concerne la réglementation, donc là, il y a eu quand même une avancée. C'était effectivement la loi sur l'économie circulaire qui est toute neuve là. Malheureusement, elle manque de moyens coercitifs et donc les producteurs, les gros producteurs de déchets n'ont pas d'outils de sanction. On n'a pas d'outils de sanction. Donc, ça reste très incitatif, même s'il y a plein de choses intéressantes et qui vont favoriser. Donc ça, c'est quand même
ça va être un levier faible du coup ça aurait pu être un levier extraordinaire là, parce que en fait il faut quand même un moment pour pouvoir faire sortir de la logique de l'économie linéaire, sachant que je voulais revenir un peu sur un regard historique, que l'économie linéaire qui consiste à extraire la matière, la transformer de manière industrielle et l'enfouir ou l'incinérer, et donc terminer son histoire sans la terminer, enfin léguer en fait la fin de son histoire aux générations futures, c'est une parenthèse assez courte. Donc il y a eu donc notamment avec plus fortement au moment des 30 Glorieuses. Donc on avait cette pratique, tout le monde sait de quoi on parle, la consigne, enfin toutes ces et bien entendu, à l'échelle de la construction, un matériau, une matière qui était remployable, était transformée, réutilisée. On le constate, on le voit partout dans des architectures plus vernaculaires, paysannes, et même plus nobles. C'était des éléments, c'était une pratique très courante et évidente pour tous. Et d'ailleurs, c'est plus dans les milieux occidentaux qu'on a maximisé cette pratique-là linéaire, et on constate bien que notamment tout ce qui est, parce que donc on va aussi inclure tout ce qui est matériaux biosourcés. On peut constater que dans les pays du Sud, il y a des pratiques qui sont encore, même s'il y a évidemment d'autres enjeux, mais des pratiques qui sont encore vertueuses, et des enseignements à tirer justement des modes constructifs et des organisations dans ces pays-là. Du coup, cet enjeu aussi qui est peut-être aussi une chance. Alors l'autre chance de l'économie circulaire, à mon sens, c'est que c'est l'occasion pour l'architecture de se refaire ami avec tout le monde, parce que finalement c'est le bien commun, c'est le cadre bâti. Il y a eu un certain divorce entre la production des architectes. Il y a eu une certaine incompréhension en fait. Les architectes étaient dans une démarche toute légitime qui s'était orientée, alors je ne vais pas revenir dessus, mais disons que la formation dans les écoles d'architecture n'orientait pas sur une compréhension et sur une connaissance de la matière, et n'oriente toujours pas d'ailleurs, très peu. Heureusement, grâce à Julie, ça arrive, mais pas assez. Et voilà, donc il y a cet enjeu aussi là sur la reconnexion et la réappropriation générale de son cadre bâti. C'est une chose aussi, encore une fois, qui au moment de la crise et dans le confinement, on a tous eu bien conscience qu'on aimerait être acteur de son environnement. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont nouvelles et qui sont dans la philosophie de l'économie circulaire également. Et tout cet aspect aussi mémoriel. Julie parlait de l'aspect culturel, c'est-à-dire remployer, ça veut dire aussi considérer que des choses qui ont eu une vie antérieure peuvent trouver une autre poésie dans une transformation et une autre esthétique. Et donc, c'est aussi l'opportunité de construire une nouvelle esthétique. Et ça c'est un champ qui s'ouvre, qu'on a tous à peine exploré, puisqu'on est pour l'essentiel dans des actions expérimentales, du fait des freins qui sont importants, même s'il y a une mobilisation maintenant de beaucoup d'acteurs sur le territoire et maintenant d'experts et de spécialistes qui émergent. Mais il manque toujours, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, il y a des vrais trous dans la raquette dans la filière. Et donc, ils sont encore des freins. Alors, la question normative, je ne suis pas la mieux placée et je préférerais que Julie réponde à la question sur la question. Et voilà, je vais les laisser. Très bien, merci Clara. Alors, Julie, justement, je repose donc ma question sur les normes. Est-ce que selon vous, elles doivent être améliorées? Mais un petit peu dans la continuité de ce que Clara disait à l'instant. Clara a parlé de poétique, de poésie, elle a parlé d'esthétique. C'est vrai qu'il faut battre l'idée en brèche que quand on fait du réemploi, on fait du moche. C'est pas parce qu'on réemploie des matériaux que ce qu'on produit n'est pas beau. Au contraire, il y a du bâtiment durable extrêmement esthétique.
J'ai une petite démonstration, pardon, je coupe. Voilà, Excusez-moi. allez-y, Et Clara. ça, c'est l'atelier rare, donc c'est des partenaires, c'est chez un atelier d'insertion chez Emmaüs qui produit alors là, vous voyez, c'est une dalle de parquet, je ne sais pas si on voit bien, donc c'est du parquet de bois debout, donc très bel ouvrage. C'est produit avec des fenêtres. Là, c'est pour parler concrètement de ce que peut être la filière et comment ça peut être très beau, le réemploi. Donc, c'est produit à partir des fenêtres qui ont été déposées par des bailleurs sociaux dans le cadre de rénovation thermique. Donc, c'était du matériau noble qui était déposé et qui est donc transformé avec un impact minimum en formant des personnes et en les formant donc en créant une filière qu'on espère stable et florissante. Voilà. Absolument. Du beau et de l'inclusif en plus. Julie, c'est à vous. Oui, alors clairement, parler des normes, déjà, ça demande peut-être de détechniciser un peu le projet, le propos. On est dans un monde limité, on l'a dit, on est aussi dans un monde fragmenté, assez sectoriel, où chaque partie, en l'occurrence de la filière construction, a ses propres pratiques et a sa propre régulation des pratiques. Alors, la régulation de chaque pratique, de chaque acteur, elle est liée à un contexte réglementaire, lié à l'État régalien, mais elle est aussi liée à un contexte assurantiel, à un système de fonctionnement industriel qui fait que des acteurs de la maîtrise des risques viennent assurer ou non des pratiques qu'on pourrait juger soit dans les normes, soit hors normes. Ce que je veux dire, c'est qu'être hors normes, ça ne veut pas forcément dire être hors la loi. Donc ça, c'est un peu pour se repositionner. Et quand on travaille, en tout cas, avec une mine de matière qui est nécessairement hétérogène, nécessairement, quand on travaille avec la mine urbaine, on ne va pas travailler avec des matériaux qui ont été standardisés de la même façon. On part avec une ressource qui, dans certaines fois, peut être tout à fait noble, on l'a vu, et c'est excellent. Certaines fois, on peut être aussi avec un matériau qui est de piètre qualité. On ne peut pas nier qu'à partir des années 60-70, la construction en masse est venue, et le contexte assurantiel, la décennale par exemple, est venue limiter dans le temps la durabilité de nos matériaux. Et on parle à partir de 30 Glorieuses, c'est un historien, Yann Capol, qui le raconte, d'une vision où les matériaux vieillissaient, la terre qu'on peut restaurer, le bois qu'on peut entretenir, à des matériaux qui se détériorent. Quand ils se détériorent, on ne peut plus rien en faire. Et donc, avant de rentrer techniquement sur repenser cette culture de la norme, bien sûr, on peut penser système de valeurs, en fait. C'est-à-dire comment je fais pour revoir mes matériaux comme des matériaux qui vieillissent. Qu'est-ce que je prescris pour que derrière, par le geste, je puisse entretenir mes éléments de construction et faire qu'ils durent le plus longtemps possible. Finalement, comment je fais pour qu'au bout de la chaîne, si mon bâtiment est voué à être transformé avec des parties qui vont être déconstruites, je n'ai pas des déchets sur les bras, mais j'ai des nouvelles ressources. Et clairement, le bois d'une fenêtre qu'on vient d'éviter en bois debout pour un parquet, on voit bien que c'est une ressource. Donc, on a une valeur esthétique derrière. Parce qu'en fait, on a changé nos lunettes, tout simplement. Et voilà, donc, il faut apprendre à voir les choses et à faciliter un esprit ultra créatif. Et dans la norme, on peut aussi être créatif. La loi, par exemple, alors oui, donc ce que je voulais juste terminer comme ça, c'était pour dire que si on a une vision fragmentée, l'enjeu, c'est de créer des liens et créer des lieux de dialogue, par exemple, entre des temps de démolition et des temps de construction. Et quand on lit comme ça ces temps, on va fabriquer un récit et on va essayer de voir s'il y a une forme de compatibilité entre les normes qui vont régir la gestion des déchets et surtout la prévention à la création de déchets avec des normes de produits qui ont des garanties pour être posés in fine dans une construction. C'est vraiment pas évident hein, parce que d'un côté, quand on déconstruit, on pense à un déchet avec une responsabilité déchet.
quand on pense à un produit, on pense à un élément de construction, on pense à un produit avec des garanties produits. Il faut complètement harmoniser en fait le discours. Donc, il faut avoir un goût, bien sûr, pour les normes, mais on a pu voir des avancées. Donc, vous parlez de la loi économie circulaire, par exemple, qui a certes ses limites, mais on commence, je crois, à voir qu'on peut repenser la culture de la benne. Il s'agit, par exemple, de plus dire que peut se permettre comme ça, sans fin, de remplir des bennes et les distribuer dans des filières de recyclage. Avant, il y a un grand nombre de choses potentiellement à faire avec ces matériaux. Voilà. Oui, en fait, le matériau le mieux recyclé, c'est celui qu'on ne jette pas, en fait. Le meilleur déchet, c'est le déchet qu'on ne jette pas. Ce qu'il faut bien comprendre, en tout cas, c'est que si on est aujourd'hui dans un contexte normatif qu'on trouve étriqué pour pouvoir prescrire des matériaux de réemploi facilement, c'est parce qu'en fait, on ne pense pas à la prescription finalement. Il y a deux raisons. La première raison, elle est liée à ce que je parlais tout à l'heure de fragmentation. Quand on est architecte et qu'on prescrit, c'est pas évident d'articuler la prescription avec la filière qui vient fournir le produit. Ça, c'est une première raison. Pas mal de raisons logistiques, organisationnelles, des filières, etc. Et la deuxième raison, c'est que quand on prescrit, naturellement, on va prescrire un produit qui a des garanties. Or, quand on change de lunettes, il faut prescrire des éléments de construction simples, bruts, qui ont leur qualité intrinsèque à préserver. Et donc, du coup, voilà, repenser la culture de la norme, globalement, c'est peut-être se dire que les techniques qui seraient non courantes, parce que issues d'une mine urbaine hétérogène, ou finalement issues de techniques nouvelles, diverses, elles peuvent être stables, avoir des performances efficaces parce que finalement, on peut créer un lien de confiance et que le lien de confiance, on n'est pas obligé de l'avoir par les textes, on peut l'avoir par les tests de chantier, par exemple. Voilà, quand on voit l'atelier rare qui a fait un plancher en bois debout, on voit qu'il tient. Voilà, le plancher qui peut fonctionner et que finalement, sa technique de pose ne va pas être si différente. Alors, dis-moi si je me trompe, Clara, mais qu'un plancher classique. Voilà. Voilà, ça c'est assez important. Cette question de pardon. Oui, allez-y, Clara. Non, je disais, cette question de la confiance, elle est fondamentale. Elle est fondamentale aussi dans toutes nos réorganisations. C'est vraiment au centre de ces processus qu'on essaye de mettre en place et qui se mettent en place. Donc, c'est un élément clé de la transition. Ça va être aussi une confiance aussi en tous les acteurs. C'est-à-dire qu'on va créer aussi une nouvelle horizontalité. C'est-à-dire que l'architecte qui était très sachant autrefois, par exemple, ou l'ingénieur qui était très sachant, il va arriver à un niveau de connaissance, il va avoir extrêmement besoin de celui qui aura la main, qui aura le geste, et il sera extrêmement attentif à ce que pourront lui apporter ceux qui sont aux prises directes avec la matière. Et alors là aussi, j'ai envie de dire, c'est une pratique. Là, on a tous l'air de le découvrir avec émerveillement parce que, en fait, c'est beaucoup de joie tout ça, quand même. Parce que je vous assure que choisir ces matériaux dans un catalogue, il n'y avait finalement pas grand-chose de jouissif. C'était pas, c'est pas que ça l'architecture d'avant, mais c'est quand même, voilà, un champ créatif qui est extraordinaire. Et en fait, la pratique, c'est une pratique qui est courante, par exemple, dans le milieu de la restauration et du patrimoine. Un charpentier, il a tout à apprendre aux maîtres d'œuvre que nous sommes, et je peux vous assurer qu'il y a un partenariat qui se crée de savoir et de compétences qui est nécessaire. Et surtout, il y avait une confiance, c'est-à-dire il allait remployer par exemple un bout de charpente et il allait donc les pratiques existaient. C'est ça aussi qu'il faut dire, c'est juste qu'on les a détruites. À un moment, notre histoire a détruit tout ça, comme elle l'a fait pour l'agriculture. Elle a détruit ces rapports de confiance aussi parce qu'on était dans des rapports de proximité. On savait aussi, voilà, bon, voilà. Alors, changer de lunettes, Julie, je rebondis sur cette expression parce que quand on se pose la question de la profitabilité du bâtir durable, est-ce que ça génère du profit? Est-ce que c'est viable économiquement? La réponse est oui, mais d'après vous, la réponse c'est surtout changeons aussi de prise. Mais je pense que
François-Michel, vous aurez aussi à intervenir sur ce sujet. Changeons nos indicateurs mentaux sur ce qui est de la réussite économique, sur ce qui est du progrès et sur ce qui est du souhaitable. Julie, allez-y. Hein. Moi, je veux choses rapidement. La première chose, c'est que bien sûr, il faut passer d'une culture du coup a priori où on est en sécurité par des textes à une culture d'homologation par l'expérimentation, essayer des choses, voir si ça tient, si ça marche et en avance. Puis l'autre chose, c'est que c'est pas évident de mesurer les effets économiques de filières qui seraient, par exemple, de réemploi de matériaux. Déjà parce qu'aujourd'hui, c'est des filières entre guillemets minutes qui sont petites, qui se déploient, qui n'ont pas les mêmes niveaux des rapports d'échelle que des filières plus instituées et industrielles. Mais aussi parce qu'en fait, on essaye d'abord, en tout cas dans les études économiques que j'ai pu mener, notamment avec des économistes du CSTB, à regarder surtout comment se répartit la valeur générée par le chantier. C'est la première chose qu'on essaye de faire. On essaye de voir si finalement tout le monde en profite et comment il en profite. Et finalement, on essaye de voir qu'est-ce qu'on y gagne en termes de richesse. Et en termes de richesse, on peut mettre un S après. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'il y a une richesse économique, mais derrière aussi, est-ce que j'ai gagné un savoir-faire, la capacité d'insertion derrière à quitter ce parcours d'insertion et évoluer dans la vie. Finalement, aussi, qu'est-ce qu'on y gagne au niveau du territoire? C'est-à-dire peut-être que notre territoire a arrêté de contracter une dette avec le territoire voisin, parce qu'on a arrêté soit de le piller, soit de ranger nos terres qu'on ne veut pas avoir ailleurs, quoi. Donc, finalement, il faut savoir... Et c'est un grand défi au niveau économique. Il va falloir qu'on sache de plus en plus finement mesurer les effets, bien sûr, économiques, mais il ne faut surtout pas s'interdire de qualifier aussi, de qualifier les effets sur notre société, sur les rapports humains, sur les rapports sociaux, sur notre rapport aussi à la nature. Il faut vraiment réduire, qualifier, puis mesurer les effets, ces effets-là. Et quand on les mesure, c'est un très, très grand dilemme parce qu'on ne sait pas bien à quelle échelle on mesure cet impact économique. Hein. Parce que est-ce qu'on les mesure au niveau super micro de j'ai réussi à monter ma structure et c'est vraiment génial parce que j'en vis et je peux employer, ou est-ce que je mesure l'impact économique de façon un peu plus large, c'est-à-dire est-ce que j'en fais profiter mon territoire, ou encore plus large, est-ce que finalement du coup j'évite de ne travailler que dans une logique d'échange linéaire, extérieur, mondialisé, etc. Et ces trois niveaux, il faut les prendre ensemble. Donc, je pense quand même que le but, c'est pas de dire que l'économie circulaire, c'est fait pour faire du profit. Ce serait relativement illogique, en fait. Ce serait fait pour consommer mieux et moins, surtout. En fait, moins aussi. François Michel, sur ce sujet? Oui, on le perçoit, ce que je disais tout à l'heure. Maintenant, il y a plus grand monde qui va dire qu'avoir mis des terrasses de café à la place de parking, de place de stationnement, plus exactement, de voitures, c'est une perte. Maintenant, on comprend surtout qu'il y a derrière une traduction en monnaie, puisque ça permet à des restaurateurs, à des bars de pouvoir avoir un espace et de générer finalement du chiffre d'affaires, de l'emploi, etc. etc. Mais il y a tant et tant d'autres choses où on ne sait pas mesurer ces valeurs. Et donc, il est clair qu'on doit tout à la fois, et ça a été très très bien dit, retrouver ce sens de la matière. J'adore comment vous en parlez, se toucher presque. On a l'impression qu'elles sont là, ces matières qui ont toujours existé, qui ont été un peu effacées par une société, j'allais dire, à la Jacques Tati, à mon oncle, les films de Jacques Tati, eh bien, cette société, tournons cette page, retrouvons le sens de la matière, mais cette société, elle est quand même fondée sur quelque chose qui est né au 19e siècle, fin du 19e siècle. C'est comment compter la richesse. La comptabilité dans laquelle nous sommes aujourd'hui n'est pas une comptabilité qui a des centaines d'années, hein. Elle est assez récente et elle est extrêmement refermée sur un certain type de richesse créée, sans du tout juger du passé. Hein. C'était un outil pour compter comment on allait de l'avant, passer d'une société agraire à une société plus urbaine, ouvrière, et puis après ouvrière,
dans d'autres métiers, je vais dire, plus tertiaires. Donc, il nous faut trouver des nouveaux outils pour mesurer ceci. On est en train de réactiver, pas plus tard que ce matin, à Jean Pisani-Ferry, l'économiste, l'un des économistes plutôt proches d'Emmanuel Macron. J'ai rappelé qu'en 2016, il y a une loi, la loi Eva-Sas 2015, qui demandait à ce que l'État se dote de nouveaux indicateurs de richesse à côté du PIB. Voilà, il faut qu'on réactive ça. Mais là, c'est l'État. Pour les opérateurs, que ce soit des opérateurs privés, économiques ou associatifs, ou des opérateurs publics, je pense notamment aux collectivités, évidemment, nous devons aussi savoir faire émerger des moyens de mieux compter cela. Et au sein de l'Institut national de l'économie circulaire, depuis maintenant bientôt 2 ans, nous expérimentons la comptabilité intégrée qui travaille sur le capital financier, le capital humain et le capital environnemental, et qui est défini dans une seule unité qui s'appelle l'euro, mais qui n'est pas cet euro avec lequel vous allez voir le banquier, qui est un euro pour l'instant de comparaison entre ceux qui ont les mêmes démarches, et qui saura vous dire que effectivement vous créez du capital humain par un meilleur usage, une intensification d'usage, un partage, une accessibilité à tous, etc., etc. Vous créez plus de capital et donc vous enrichissez le commun, ou en utilisant mieux les ressources, en les réinjectant, en réemployant les matériaux, eh bien, on arrivera à définir le capital environnemental préservé et donc renforcer votre propre valeur que vous avez créée, votre capital. Ça s'appelle la comptabilité intégrée. On présentera ça, les bilans, en septembre au ministère. Donc, on voit qu'on a les voies. Juste une petite parenthèse. Oui. Le numérique est formidable. Il ne faut pas du tout rejeter le numérique parce que sans le numérique, on n'est pas capable de faire cette comptabilité. Sans le numérique, on n'est pas capable de scanner tout ce qui est dans un bâtiment avant sa déconstruction et à le repartager dans une sorte de Le Bon Coin ou d'autres outils qui existent. Sans le numérique, on ne peut pas faire le passeport du bâtiment. Ce sont des choses qui se mettent en place où on suit précisément chaque composant du bâtiment, savoir quelle est la vie qu'il a eue, comment il a été construit, est-ce qu'il a subi un incendie, des dégâts des eaux, est-ce qu'il a été percé, est-ce qu'il a été renforcé, pour qu'au moment de la déconstruction, on connaisse sa valeur d'usage et qu'on puisse le réinjecter. Donc, il faut ramener les mondes, j'allais dire, de l'homme qui n'a toujours été que ça. On est de l'argile. Je reviens dans les grands livres. L'homme n'est que argile et donc il doit sentir la matière, et vous l'avez très bien traduit. Mais aussi, l'homme est maintenant complexe, dans un système complexe, et c'est ce numérique qui va nous aider. Et compter différemment, c'est-à-dire, certains disent compter ce qui compte vraiment, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, on a un chemin qui se dessine. Il nous faut de l'expérimentation, il nous faut des acteurs qui s'engagent. Il faut que nous, politiques, et là je parle en tant que politique, nous les couvions parce que ce n'est pas facile, que nous les protégions, que nous les encouragions et qu'on commence à dessiner où nous allons. Moi, je suis assez enthousiaste parce que tout le monde est là, parce que le dialogue se met en place, parce que les perspectives se mettent en place, même s'il y a encore beaucoup de choses à dénoncer. Il y a surtout beaucoup de choses à mettre en avant et surtout à continuer les expérimentations, à les rapprocher. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait cet après-midi. Absolument. Alors, j'avais encore des questions à vous poser, mais il y en a beaucoup dans le chat. Donc, je vais vous répercuter quelques-unes des questions de ceux qui sont dans la salle avec nous virtuellement. D'abord, une petite précision. Il y a un de nos auditeurs ou auditrices ou je sais pas, Zoom spectateur ou Zoom spectatrice qui demande de quelle place François-Michel Lambert parlait-il. Alors, François-Michel, vous parliez du fait qu'à Paris, des places de stationnement dans les rues sont reconverties depuis la sortie du confinement. C'était la rue de l'Université. De mémoire, voilà. Je ne vais pas donner le nom du restaurant. Ils sont 3-4 à avoir récupéré vers le 121 et 123 rue de l'Université. Voilà, c'est dit. Mais ça existe partout dans Paris. Les places de stationnement ont été effacées et des terrasses ont été mises en place. Terrasses pour les restaurants, et c'est une des mesures de soutien des restaurateurs puisque une illustration. La crise. On doit bien faire, mais regardez, c'est en direct. Voilà, mais
Voilà, Clara qui nous montre en direct une terrasse depuis sa fenêtre. Alors, question sur le sujet qui nous occupe. Environ combien d'emplois pourraient être créés dans les années à venir dans la filière du bâtiment circulaire? Qui veut répondre? Il faudra essayer de faire des réponses courtes parce qu'on a beaucoup de questions. Moi, je veux bien amorcer La question. Allez-y. Je ne pourrais pas chiffrer, bien entendu, j'en suis pas capable. C'est effectivement une critique qui est souvent faite à la transition, et puis on brandit souvent pour la construction. Là, tout le monde prend la rénovation énergétique comme voilà, mais ça fait quand même un bon moment qu'on en parle, et puis on voit toujours pas arriver ces fameux. Bon, ça mord, c'est très timide. Donc emploi, il faudrait déjà former les personnes, et c'est pour ça que nous, on appelle de nos voeux à la création d'une école pour former tous les emplois et qui vont être éminemment nécessaires et qui seront transposables dans d'autres secteurs comme l'agriculture. Je pense aux logisticiens, on a parlé de l'informatique, du numérique, et il y a un enjeu logistique énorme autour de ces sujets, dans toutes les questions de circuit court, pour être performant sur ces questions-là et pour être résilient. Et puis, tous les métiers de la main, donc tous ces métiers-là. Donc, il y a un gisement énorme, mais ça implique évidemment ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de reconsidérer les choses en coût global et non pas en coût direct, parce qu'on sait très bien qu'un métier de main-d'œuvre est coûteux, mais en même temps, en termes d'externalité pour son bien-être, sa progression dans la vie, et puis les perspectives santé, etc. Enfin, toutes les externalités qui seront conduites pour l'ensemble de la société sont énormes. Alors, Audrey, oui, si tu peux me permettre, bravo, c'est exactement ça. Et là, je me positionne en tant que politique. On a aussi un enjeu majeur, c'est de faire baisser le coût du travail et d'augmenter le coût sur les ressources vierges. Aujourd'hui, c'est quand même assez paradoxal. Ça coûte plus cher de réutiliser, de réparer, je dirais même de récupérer, de redonner, sans même autre chose que ça. Hein, sans même y mettre du savoir-faire, juste que de acheter neuf et acheter neuf vierge. Donc, c'est un des grands enjeux sur lesquels nous sommes. Il y a des études, notamment en anglais, je les mettrai sur mon site internet, qui militent au niveau européen pour que ce soit une démarche européenne, évidemment, de faire baisser le coût du travail et de faire monter le coût de consommation de ressources vierges afin d'emmener dans une autre approche, dans une autre relation ressources. Dès à présent, et la semaine prochaine, nous serons beaucoup de députés, nous allons encore une fois tenter de faire baisser le coût de la réparation. Alors, ce n'est pas tout à fait sur le bâtiment, mais ça concerne beaucoup d'autres produits. Aujourd'hui, le coût de la TVA dans la réparation et le taux de TVA dans la réparation est élevé. Il faut le faire baisser pour inciter à réparer son vélo, sa machine à café ou je ne sais. Quelqu'un demande, François Michel, comment faire pour que des bâtiments, par exemple d'anciens magasins, ne soient abandonnés et que donc ils soient réutilisés, ou comment éviter les friches? Ce matin, je dialoguais avec la FILOG. La FILOG, c'est la structure représentant les intérêts des promoteurs immobiliers logistiques, qui me disait qu'eux, ils souhaitent consommer des friches. C'est plutôt adapté pour eux parce que souvent les friches sont polluées et il y a différentes règles normatives en France sur l'usage de terres polluées. Pour la logistique, ça peut aller parce qu'il n'y a pas tant d'emplois que ça et surtout ils sont temporaires au mètre carré. Pour du logement, ce n'est pas possible puisque la pollution du sol elle ne peut pas être systématiquement totalement enlevée. Mais aujourd'hui, le système, notamment sur des normes, le système mis en place, l'acceptabilité n'est pas à l'œuvre. On a eu tellement de facilité dans ce pays à consommer des terres vierges. Il faut bloquer ceci. Moi, j'avais proposé des amendements pour justement alléger, faciliter l'usage de friches, mais dans le même temps, parce qu'il faut toujours faire les deux, créer des contraintes, notamment de taux de coefficient
d'occupation au sol, de CS, chercher, en créant des taux de plus en plus élevés et donc de renvoyer vers ce qui est déjà plutôt bâti. Donc, c'est une question très, très judicieuse. Nous avons des opportunités. Un dernier chiffre, je parle beaucoup, mais si vous en avez sur ce sujet du foncier qu'un seul chiffre à retenir, la France, c'est 47 km² d'artificialisation pour 100 000 habitants. L'Allemagne, c'est 40 km² pour 100 000 habitants. Et il y a un trio de pays, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni, on peut y mettre les Pays-Bas aussi, qui sont entre 28 et 35. Et si la France, qui va gagner 7 millions d'habitants, ne consommait pas un seul kilomètre carré d'ici 2050, c'est-à-dire c'est impossible de ne pas artificialiser un seul kilomètre carré, elle serait encore au-dessus de l'Allemagne, c'est-à-dire qu'elle serait encore le pays le plus consommateur par 100 000 habitants de foncier en Europe. Donc la question est très bonne. La réponse, elle est sur le foncier déjà artificialisé, où nous devons avancer et non plus de continuer à consommer. Nous sommes les plus mauvais et de très loin en Europe. Donc, c'est une certaine urgence. Ça reste toujours des choix politiques forts. Parfois, ça peut être, pour revenir sur une histoire de magasin, d'entreprise, une réquisition avec un fonds dédié. Bon, je ne vais pas rentrer dans une technicité, mais c'est le politique qui doit, en urgence, le Michel, faire. je vais devoir vous interrompre Oui. parce qu'il nous reste peu de temps et il y a encore beaucoup de questions. Il y avait une question pour Clara. Pouvez-vous dire quelques mots sur le projet de la ferme du Rail? Volontiers. La ferme du Rail, c'est un lieu en fait qui a été créé par les habitants du 19e arrondissement, dont nous sommes, avec des personnes qui étaient impliquées dans les questions de nature en ville et d'inclusion. Donc, c'est un lieu qui accueille des personnes qui sont dans un parcours d'insertion. Donc, c'est un centre d'hébergement pour 15 personnes qui sont logées à la même enseigne que des étudiants de l'école du Breuil d'horticulture et qui produisent, travaillent sur le site, donc vivent, travaillent, une communauté de personnes et accueillent aussi le public du quartier au travers d'un restaurant et puis d'événements où ils font la démonstration qu'une agriculture urbaine est possible. Et voilà. Et donc, cette production, et il y a toute une notion aussi sur l'économie circulaire, puisqu'il y a la mise en place aussi d'un dispositif de collecte des déchets organiques pour justement pouvoir reconstituer des substrats viables sur nos terres qui étaient polluées. Alors justement, la même personne qui vous posait cette question apparemment demandait comment identifier les acteurs de la filière. Est-ce qu'il y a une plateforme d'acteurs de l'économie et de l'économie circulaire? Alors, je vais peut-être dire deux mots. En fait, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'on a un travail à Bellastock avec Rotor en Belgique, avec différents acteurs dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle FCRBE, qui est un site internet. On travaille en France à recenser les revendeurs de matériaux de réemploi, appliqués au bâtiment. Et très clairement, il y en a beaucoup. Et il y en a sur les territoires, plus de 800. Ce que je voudrais vraiment insister, c'est que j'ai tout à fait conscience de l'intérêt du numérique et je ne veux pas m'inscrire en faux. Simplement, ce qui est important par rapport à cette question de foncier ou cette question des acteurs, le site internet, vous pouvez aller voir Opalis, tout simplement, OPALIS, le site belge qui a une extension maintenant en France, qui recense ces éléments de ces revendeurs de matériaux. Ce que je voulais simplement dire, c'est que ce qui est important, bien sûr, c'est de recenser, mais c'est aussi de regarder autour de soi. C'est-à-dire que c'est quand même des micro-filières, et c'est-à-dire que il n'y a pas un catalogue comme ça national, parce que c'est une question d'adaptation de notre pratique. Ce que je veux dire, c'est que le réemploi de matériaux, c'est demander, comme tu le disais, Clara, à un charpentier de travailler un bois existant et pas un bois neuf. Ça reste un charpentier. Un tailleur de pierre, il retaille une pierre de béton ou une autre pierre pour faire des calades ou d'autres systèmes constructifs qu'il peut d'ailleurs y avoir à la ferme du Rail, ça reste un tailleur de pierre. C'est important d'adapter et de remettre au goût du jour d'anciennes pratiques, d'adapter nos métiers, mais de regarder vraiment du coup sur le territoire qui peut le faire de façon assez simple. Et ensuite, évidemment, il faut faire atterrir les systèmes d'acteurs sur le territoire. Donc, pour les faire sur les territoires, pour les faire atterrir, on l'a vu par exemple dans une étude, un programme que j'ai pu mener avec
collaboration avec beaucoup de partenaires à Plaine Commune. Quand on travaille les flux, à limiter, à contrôler les flux de matériaux et à développer des filières locales, on est obligé d'avoir une stratégie foncière, c'est clair. Le foncier, c'est l'or des collectivités, de l'État aussi, de grands donneurs d'ordre, parfois privés, et ça structure énormément nos territoires. Donc, évidemment, je ne parle pas du coup des commerces vacants, hein, mais quand on a des grands fonciers, on peut fabriquer des tiers-lieux pour occuper de la place, pour transformer les matériaux et puis les faire vivre. C'est une performance, c'est magnifique, c'est la machinerie de la ville qu'on voit et ça donne envie d'y être. Ce qui est important, du coup, c'est de bien sûr chercher où est-ce qu'on peut faire, à travers par exemple Opalis, mais il peut y avoir d'autres sites, mais aussi vraiment regarder autour de soi et de se dire que on ne va pas inventer 1 milliard de nouveaux métiers, on va simplement adapter nos pratiques. Et ça, c'est quand même, du coup, rassurant. Voilà. Très bien. Autre question. Alors là, il y a une question qui est un peu précise, mais comment pourrait-on permettre la rénovation des bâtiments avec des matériaux recyclés à un coût abordable pour inciter à cette efficacité énergétique? Qui veut répondre? On sort un tout. Tu me refiles. Allez, Amsterdam, Clara. Ouais. En fait, je vais revenir, je vais botter un peu en touche. Je vais revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est nécessité de changer de paradigme et donc d'évaluation des coûts. Effectivement, aujourd'hui, malheureusement, remployer, c'est pas toujours, mais c'est souvent plus cher. Pas toujours. On se donne comme objectif là pour l'instant d'être dans un équivalent économique. Et on y arrive plus tôt finalement, voire moins cher. Sauf quand on arrive justement à un équivalent économique et parce qu'on va trouver un gisement intéressant, qu'il va y avoir les personnes pour le transformer. Eh bien, on va surcycler ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'on va, au lieu d'avoir, on avait un matériau qui était un vrai déchet et qui aurait pu être réutilisé comme ça, je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple là, mais qui devient finalement, qui est sublimé au moment où il est mis en œuvre parce qu'on l'a réemployé, on a posé un autre regard, c'est les lunettes dont parlait Julie tout à l'heure. Sur la rénovation, alors on n'a pas du tout parlé des matériaux biosourcés qui rentrent quand même dans l'économie circulaire, hein, on peut le dire, puisqu'ils trouvent, ils ont une circularité, ils ont aussi ce cycle de vie vertueux. Je vais donner l'exemple de la paille, qui est un matériau peu coûteux finalement, enfin en tout cas performant et qui rivalise avec d'autres matériaux fortement carbonés. Et qui est en disponibilité constante directe, puisque par exemple en Île-de-France, on a une ceinture céréalière et qu'une partie donc de la production est tout simplement laissée dans les champs et pas forcément, c'est un coproduit donc de la production du blé. Donc cette logique-là, cette matière-là, elle est annuellement disponible. Et donc c'est aux acteurs de la filière, nous, notre responsabilité à tous, de s'en saisir, de la prescrire, des politiques, d'inciter aussi à la prescription de ces matériaux. Et souvent, on le voit que c'est par méconnaissance plus que par frein économique. Et puis, il y a maintenant de plus en plus de convertis, y compris des acteurs qui étaient dans des pratiques d'économie carbonée, des acteurs traditionnels. Alors, une dernière question à tous les trois, et puis les questions qui ont été posées par notre public et auxquelles nous n'avons pas répondu, eh bien, les canaux vont y apporter une réponse ultérieure. La Convention citoyenne pour le climat vient de rendre ses préconisations. Personnellement, j'étais assez touchée et enthousiasmée par le rendu de ces conclusions, parce que voilà, 150 citoyens tirés au sort de toutes origines, de tous milieux sociaux, de tous points géographiques du territoire, qui n'étaient pas forcément au départ des militants écologistes patentés, on va dire, et qui pourtant ont réussi, au bout de 9 mois de travail en commun, d'audition d'experts, d'enregistrement et de leurs pensées, ont réussi à produire un résultat
très consensuel, puisque beaucoup des dispositions ont été adoptées par plus de 90% des voix de la Convention, et avec un contenu très ambitieux en matière de lutte contre le gaspillage, en matière de réemploi, de recyclage, d'économie d'énergie, même en matière de déconsommation. Voilà, moi, je trouve ça assez réjouissant. Je voudrais avoir votre point de vue à tous les trois, et ce sera le mot de conclusion. Je vais peut-être commencer par François Michel. Alors, je suis parlementaire, je rappelle. Donc, c'est une démocratie participative. Moi, je suis une démocratie représentative, comme tous ceux qui sont élus, y compris les futurs conseillers de Paris, et nous sommes la démocratie représentative, mais ça ne veut pas dire que nous sommes la vérité. Et encore moins que nous n'avons pas, surtout dans un monde en questionnement, à ne pas aller de l'avant. Donc, cette démocratie participative doit rencontrer la démocratie représentative. Donc, nous, on prône à ce que le maximum, y compris si d'un point de vue législatif, ce n'est pas tout à fait un sujet législatif, que le maximum vienne nourrir, créer du débat et sur lesquels on doit apporter des réponses. Il est clair que des sujets seront à adapter. Pour ma part, dès la semaine dernière, j'avais proposé le lancement d'un impôt de solidarité écologique et économique. C'est une des propositions qui est dans les annexes de financement de la Convention citoyenne pour le climat. Et la semaine prochaine, j'ai déjà redéposé cet amendement dans le cadre du projet. Parce qu'il n'y a pas, entre guillemets, de guerre sans argent, c'est le nerf de la guerre. Au-delà, j'étais en train de regarder à l'instant il y a un site où on est appelé à voter. J'invite tous les auditrices et auditeurs à aller sur ce site, voter pour les 149 propositions. En plus, ce n'est pas un vote binaire, c'est 5 ou 6 étoiles, et donc vous définissez votre niveau d'acceptation. Le premier sur lequel je tombe, c'est réparer, réemployer, réutiliser. Bon, moi, je vais me mettre à fond. Donc, c'est aussi peut-être un moyen, à un moment donné. Moi, je suis élu depuis 2012. J'ai parlé pour la première fois d'économie circulaire dans l'hémicycle, d'économie de la fonctionnalité. Ça a été des sujets qui ont été, à l'époque, balayés du revers, puis on y est revenu. On parlait de l'obsolescence programmée, on parlait de tous ces sujets. Et pourquoi on a réussi à avancer ? Ce n'est pas parce que François-Michel Lambert il est plus doué que les autres, c'est parce que derrière, la société le demande. Et c'est ça, la Convention citoyenne pour le climat, elle est en train de dire, c'est ça que nous voulons. Alors peut-être qu'il faut réajuster des ambitions et des délais, mais c'est ça que les Français, je devrais dire les Européens, je ne peux pas parler d'autres continents que je connais moins, attendent et veulent. Et c'est à nous les politiques de trouver le chemin. Et donc, allez voter sur les 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat et donnez vos avis. Et derrière, la démocratie représentative, qu'elle soit locale, les futurs conseillers de Paris, ou nationale, agiront. Très bien, merci François-Michel. Julie, Clara ? Moi, je pense que ça montre que c'est l'affaire de tous. Et ça, c'est plutôt chouette. Et surtout aussi, de mon point de vue, du coup, ça me conforte dans l'idée que l'expert, c'est pas celui qui dit, c'est celui qui fait. Voilà, on est toujours à se protéger derrière des textes. Là, on peut voir que voilà, ça amène un formidable effet d'entraînement. Donc ça, je trouve que c'est très enthousiasmant aussi. Après aussi, ce que je vois, c'est que ça pose les bases d'une autre gouvernance à grande échelle, mais ça peut se retrouver aussi à beaucoup plus petite échelle dans les projets. Les habitants, ils sont partie prenante dès les phases de conception des projets, des programmes d'aménagement, de renouvellement de territoire. C'est parce qu'on comprend les choses qu'on n'a pas envie de s'étaler sans fin et qu'on veut bien rester dans la ville où on est et faire des réseaux de solidarité où on est dans le système Terre, quoi. On n'est pas un autre système humain à part. Voilà. Donc, je dirais que le fait d'avoir dit ça, maintenant, on essaie. Et puis, il y a des choses qui marchent, et des choses qui marchent moins, mais ça permet d'apprendre. Voilà, ça permet d'apprendre parce que du coup, comme ça, on essaye, on va faire, on va apprendre en avançant. Donc,
Et puis, Clara, vous aurez Oui, alors juste un petit mot pour dire que voilà, je parlais tout à l'heure souvent de méconnaissance des sujets, et puis on constate très souvent, en fait, justement, ils ont eu ce temps collectif pour penser les choses ensemble calmement, et j'espère sans trop de pression, mais et un peu tranquille, enfin pas sous la pression des lobbies, ce qui est souvent le cas dans ce. Enfin, monsieur le député ne va pas nous dire le contraire. Donc, à l'abri un peu de ça, et on voit bien que dans une réflexion de bon sens, ils arrivent à des conclusions, qui vont dans le sens de tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Donc, c'est réjouissant. Ça m'étonne pas tellement. C'est vrai que c'est ambitieux, c'est la bonne nouvelle, mais je suis pas extrêmement surprise, en fait. Ouais, voilà. Donc c'est en espérant que ce soit pas voilà, ça soit pas rien au final. Je voulais juste dire un tout petit mot là, justement, par rapport à l'action politique. Il y avait un financement qui était attendu par les filières des ressourceries, et donc apparemment ça a été bloqué dans le processus, et c'est vraiment triste. Parce que c'est une évidence. Enfin, je veux dire, c'est des fonctionnements qui sont là. Alors, vous avez peut-être il y a peut-être une évolution toute récente dont je ne suis pas informée. J'ai déposé tout à l'heure un amendement qui m'est arrivé par le réseau pour débloquer, alors je ne sais plus combien. Alors, les débats, c'est la semaine prochaine. Je crois que c'est 20 millions. 10 millions d'euros qui sont demandés. C'est des petits sous en plus à l'échelle, hein, franchement. 10 millions d'euros, je n'ose pas faire de rapport par rapport à d'autres filières. Mais il y a, je crois, de mémoire, c'est 10 millions d'euros. Donc, continuons à travailler en réseau et nous y arriverons collectivement. Continuons à ce que la société pousse. Et quand on est dans l'hémicycle, eh bien, on se sent un peu moins seul parfois et ça aide. Et j'insiste sur les ressourceries parce que notamment les communautés Emmaüs, elles sont autosuffisantes depuis maintenant des décennies et des décennies. C'est quand même un modèle formidable. C'était notre première démonstration que l'économie circulaire, ça peut être fantastique. Maintenant, on est tous habitués à les voir dans le paysage, mais c'est un exploit, c'est magnifique. C'est un réseau national. Ça permet à des gens d'acheter bon marché leur mobilier. Ça profite à tous. Et ça forme des personnes, il y a des enfin voilà, donc c'est un projet complet. Ne pas financer ça, c'est vraiment à l'envers de l'histoire, quoi. Il y a un truc fou. Très bien. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à Fabien qui était en backstage pour tout organiser. Et Laura, vous voulez reprendre la parole pour les canaux? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est 10 millions, hein. Je viens de vérifier. Merci beaucoup Audrey, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette conférence et merci à tous nos intervenants. Je vous donne rendez-vous demain à 17 h pour la suite de ce cycle, en partant à la rencontre de deux entrepreneurs engagés dans la production de mobilier responsable, Louis Lefebvre, fondateur de La Tête dans les nuages, et Fabrice Caïd, cofondateur d'Atelier d'éco-solidaire. Je remercie également Coopérative Mu, qui animera l'atelier de demain, l'économie circulaire, une stratégie d'éco-conception. Et pour ceux qui n'ont pas pu suivre toute la conférence, je vous donne rendez-vous sur Facebook et sur YouTube pour visionner notre replay. Très bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.